Chapitre 9 de chimie, forcer l'évolution d'un système. Donc, première partie, comment forcer l'évolution d'un système. On a vu en début d'année que certaines transformations étaient très limitées, notamment que la constante d'équilibre était très très petite. Donc ces transformations très limitées ne se font quasiment pas de manière spontanée. On va voir qu'il est possible de favoriser ces transformations chimiques, donc très limitées, en apportant de l'énergie à l'aide d'un générateur extérieur. Donc la transformation sera alors dite forcée. Donc notamment on a pu le voir lorsqu'on a étudié les piles que les transformations chimiques se faisaient que dans un sens de façon spontanée. Donc dans le cas de la pile Daniel, on a la réaction spontanée d'oxydation du zinc solide, donc qui forme les ions Zn de plus et 2 électrons. Et de l'autre côté, on a la réaction de réduction des ions C2+, donc qui vont former du cuivre solide. Donc spontanément, la transformation chimique qui a lieu, même si ici c'est fait de façon indirecte, c'est le zinc solide qui va réagir avec les ions Cu2+, pour former du cuivre solide et des ions Zn de plus. Cette réaction se fait spontanément, et la réaction inverse ne peut pas se faire. Donc spontanément, on a cette transformation qui se fait, la constante d'équilibre est très élevée, et donc la constante d'équilibre de la transformation dans le sens opposé est très très petite, la réaction spontanément ne se fait pas. C'est-à-dire que si l'on met du cuivre solide en contact avec des ions Zn de plus, donc on immerge une lame de cuivre dans des ions Zn de plus, la transformation entre le cuivre solide et les ions Zn de plus ne se fera pas. Alors que la réaction dans l'autre sens, Zn plus C de plus, se fait spontanément. Donc on peut forcer la transformation chimique à se faire dans l'autre sens en apportant de l'énergie. C'est ce qu'on va pouvoir faire en chimie en utilisant un appareil qu'on appelle un électrolyseur. On va utiliser un générateur de tension qui va forcer le sens de circulation des électrons. Donc le fonctionnement d'un électrolyseur est vu en activité expérimentale. On va ici noter la synthèse. Donc un électrolyseur, c'est un récepteur électrique qui est constitué de 2 électrodes conductrices qui plongent dans une solution qu'on appelle l'électrolyte. Donc l'électrolyseur, c'est un récepteur, 2 électrodes, immergées dans une solution appelée électrolyte. Et on va donc brancher aux bornes de l'électrolyseur un générateur qui va imposer un transfert, le sens de circulation des électrons. La borne positive, donc là c'est à retenir, c'est l'électrode sur laquelle se produit l'oxydation. Cette électrode est appelée anode. On a toujours une oxydation à l'anode, que ce soit dans le cas des piles ou d'une électrolyse, l'anode est l'électrode où a lieu l'oxydation. Et donc il y a une différence entre l'électrolyse et les piles, c'est que dans un cas l'anode est l'électrode positive, dans l'autre cas c'est l'électrode négative. Donc, dans le cas de l'électrolyse, la borne positive c'est l'anode. Et donc à l'anode il y a toujours une oxydation. La borne négative dans le cas de l'électrolyse, ce sera l'électrode où se produit la réduction. Cette électrode est appelée cathode. Donc si on prend le schéma de l'électrolyse, à la différence de la pile Daniel tout à l'heure où on a un transfert d'électrons qui se fait spontanément, mais c'est juste une résistance, les électrons passent spontanément du zinc aux ions Cu2+. Dans le cas d'une électrolyse, on va imposer le sens de circulation des électrons. Et donc c'est le générateur qui va imposer ce sens de circulation. Donc les électrons vont circuler de la borne négative à la borne positive. Et au niveau de l'électrode de zinc solide, eh bien les ions Zn de plus en solution vont capter les électrons. Spontanément, lorsqu'on a du cuivre et les couples du cuivre et du zinc, spontanément la réaction se fait dans l'autre sens. Là on impose le sens de circulation des électrons. Les électrons arrivent au niveau du zinc solide. Les ions Zn de plus vont pouvoir capter ces électrons pour former du zinc solide. Donc l'oxydant capte les électrons. Pour former le réducteur, on a ici une réduction. De l'autre côté, le générateur impose le sens de circulation des électrons. Donc là, ce sont les atomes de cuivre qui vont se transformer en ions C2+, et qui vont libérer les 2 électrons dont le sens de circulation va être imposé par le générateur. On a ici une oxydation. Donc oxydation au niveau de la borne positive. Donc c'est bien ce qu'on a vu ici. Borne positive du générateur, oxydation, c'est l'anode. Donc oxydation, le réducteur forme l'oxydant et 2 électrons sont libérés. Et réduction au niveau de la borne négative, réduction c'est donc la cathode. Donc au niveau de la borne négative du générateur, on a la cathode et on a une réaction de réduction. L'oxydant capte des électrons pour former le réducteur, c'est une réduction.
Donc vous pouvez noter ces quelques points du cours avant de passer à la suite. Donc maintenant il va falloir on va aller un petit peu plus loin que cette description qualitative, on va faire du quantitatif et exploiter les relations entre intensité du courant électrique, durée de l'électrolyse et quantité de matière des espèces chimiques formées ou consommées. Donc l'intensité I du courant qui circule pendant une durée T est donnée par la relation pendant une durée delta T est donnée par la relation I égale Q sur delta T. L'intensité c'est la quantité d'électricité qui va circuler dans le circuit pendant la durée pendant laquelle on va mesurer le transfert de cette quantité d'électricité. Donc I égale Q sur delta T. C'est une relation qu'on a déjà rencontrée, notamment lorsqu'on a évoqué les piles, et qu'il va falloir à nouveau exploiter. On peut aussi exprimer la quantité d'électricité à partir de la quantité de matière d'électrons qui vont être échangés et de la constante de Faraday. La constante de Faraday, c'est la charge d'une mole d'électrons. Donc la quantité d'électricité, c'est le nombre de moles d'électrons ayant circulé pendant la durée de l'électrolyse, fois la constante de la Faraday, fois la charge d'une mole d'électrons. Et donc, grâce aux équations de réaction, aux demi-équations, on pourra lier la durée de l'électrolyse, l'intensité du courant et les quantités de matière des réactifs et des produits qui sont mis en jeu lors de l'électrolyse. Et donc, je vous renvoie à ce qu'on a fait lors de l'activité expérimentale numéro 12. Vous pouvez donc noter ces éléments. Donc, ce qui est important, c'est de retenir la définition de l'intensité en régime permanent, I égale Q sur delta T, la relation entre quantité d'électricité, quantité de matière d'électrons et constante de Faraday, et en application, en exercice ou dans l'activité expérimentale, comment est-ce qu'on fait le lien entre l'équation de réaction, les demi-équations, la quantité de matière d'électrons échangés et la quantité de matière des réactifs ou des produits, donc des réactifs ayant été consommés ou des produits formés. Vous pouvez noter cette dernière partie du grand 2. Enfin, donc, il faut prendre, se remettre les choses en tête, le schéma d'un électrolyseur et du dispositif qui permet de mettre en œuvre une électrolyse. Donc, on a les deux électrodes de l'électrolyseur qui sont immergées dans l'électrolyte, un générateur qui impose le sens de circulation des électrons. On va avoir une réduction à la cathode. Les électrons vont être consommés, donc la borne négative dans le cas de l'électrolyseur. Les électrons arrivent, ils sont captés et vont être consommés. Et on va avoir donc une réaction donc de réduction. L'oxydant va réagir avec les N moles d'électrons pour former le réducteur. À l'anode, borne positive dans le cas de l'électrolyse, on a une oxydation. Donc les électrons sont produits, le réducteur va se transformer en oxydant plus N moles d'électrons. Donc il faut noter ce petit schéma bilan avant de passer à la dernière partie de ce chapitre. Donc à retenir concernant l'électrolyseur, la définition de l'anode, de la cathode, le type de transformation qui a lieu à l'anode, une oxydation, à la cathode, une réduction, relation entre intensité, quantité d'électricité, durée de l'électrolyse, relation entre quantité d'électricité, nombre de moles d'électrons, constante de Faraday, donc charge d'une mole d'électrons, et enfin, en application, le lien entre la quantité de matière d'électrons et la quantité de matière des différentes espèces chimiques. Dernière partie de ce chapitre, le rang 3, conversion d'énergie. Donc un convertisseur d'énergie assure la conversion d'énergie d'une forme à une autre. Un accumulateur, par exemple, est un système qui permet de stocker de l'énergie. Et c'est un système qui permet de stocker de l'énergie, mais qui permet aussi de convertir cette énergie d'une forme d'énergie à une autre. Donc dans ce chapitre, par exemple, on a eu une conversion d'énergie électrique en énergie chimique, ou inversement d'énergie chimique en énergie électrique. Pour convertir de l'énergie électrique en énergie chimique, on a utilisé un électrolyseur, on a forcé une transformation chimique à se faire grâce à l'électrolyseur. L'énergie peut être stockée sous forme chimique dans une pile et être transformée en énergie électrique grâce à cet accumulateur qui est la pile et qui permet de transformer l'énergie chimique en énergie électrique. Donc à retenir, vous pouvez noter donc ces éléments-là. Quand on parle de conversion d'énergie, un convertisseur d'énergie assure la conversion d'énergie d'une forme à une autre. L'électrolyseur, par exemple, convertit de l'énergie électrique en énergie chimique. La pile convertit de l'énergie chimique en énergie électrique. Et un accumulateur, c'est le cas de la pile, est un dispositif qui permet aussi de stocker de l'énergie.
Voilà donc pour ce chapitre, donc 3 parties. Comment forcer l'évolution d'un système grâce à un apport d'énergie, fonctionnement d'un électrolyseur et notion de conversion d'énergie.